Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée du LH Forum, le forum de l'économie positive. J'espère que vous êtes bien installés, parce que nous avons un programme qui va être assez dense toute la matinée. Et on va démarrer cette matinée, la première session de cette matinée, sur le thème de la RSE. Alors la RSE, c'est comme tous les cycles, c'est pas très joli. C'est une idée qui a démarré dans les années 60, qui au début d'ailleurs était le S du RSE, c'était social, donc la responsabilité sociale des entreprises. Avec la dimension écologique, c'est devenu la responsabilité sociétale des entreprises. Et ça a inclus évidemment la question du développement durable. Alors pour introduire cette première session de la matinée, nous allons accueillir le directeur Europe d'Ashoka. Ashoka est un réseau et un acteur important de l'économie sociale et solidaire. C'est un réseau qui est présent dans 70 pays et qui a fêté récemment ses 30 ans. Le réseau est né en Inde, ce qui explique son nom Ashoka. Et Ashoka en hindi, ça veut dire absence de contraintes. Et l'essentiel de la mission de ce réseau, très présent dans ces 70 pays, est de favoriser l'émergence d'entrepreneurs sociaux et de réconcilier en gros l'esprit d'entreprise et la dimension sociale partout où c'est présent. Et pour introduire ce débat, donc nous accueillons le directeur Europe d'Ashoka, Arnaud Moreau, qui va nous rejoindre tout de suite sur scène. Merci. Bonjour à tous et merci de m'accueillir, merci pour cette introduction. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Ce que je vous propose, c'est de vous partager un petit peu avec vous le parcours d'Ashoka, cette organisation dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, mais je ne peux pas vous en vouloir, qui est un réseau international d'entrepreneurs sociaux et qui, depuis 30 ans, essaye d'identifier ces femmes et ces hommes qui sont porteurs d'innovation sociétale, qui cherchent à amener ces innovations à un autre niveau pour apporter des solutions nouvelles aux grands enjeux de société. On est un réseau, Marc l'a indiqué, qui est né il y a une trentaine d'années, qui est né en Inde. Et c'est d'ailleurs important parce que lorsque vous parlez d'innovation sociétale, on se rend compte que la plupart des grandes innovations sont souvent nées dans les pays du Sud, un peu par nécessité, parce que justement, puisqu'il n'y avait pas d'intervention généralement publique, puisqu'il y avait une société civile assez bouillonnante, cette société civile a pu mettre au point des systèmes de solidarité. Le microcrédit est notamment un exemple flagrant, mais qui sont nés d'abord dans ces régions du monde et qui aujourd'hui sont en train d'irriguer vers le nord. Et donc les flux d'innovation sociale sont souvent des flux sud-nord, et c'est assez intéressant de le regarder. Ashoka est né donc il y a 30 ans en Inde sur cette idée très très simple d'identifier celles et ceux qui étaient porteurs de ces innovations, ces femmes et ces hommes qui étaient convaincus que de nouveaux modèles de société étaient nécessaires, mais en même temps souhaitaient mettre leur innovation, leur qualité entrepreneuriale au service de la résolution des grands enjeux, que ce soit des enjeux d'éducation, de santé, d'environnement, et qui le faisaient avec la volonté de transformer un système. Et de ce point de vue-là, finalement, quand on parle d'entrepreneur social, c'est finalement une assez mauvaise traduction du terme social entrepreneur, qui à la fois avait une dimension sociétale, mais qui en plus parlait de ceux qui entreprenaient pour la société, pas uniquement ceux qui créent des entreprises sociales. Et donc Ashoka s'est fait pour mission de trouver ces femmes et ces hommes un peu partout dans le monde, au travers d'un processus de sélection extrêmement rigoureux, qui fait qu'aujourd'hui, dans près de 70 pays, nous avons la chance d'accompagner près de 3000 entrepreneurs sociaux. Et ça nous a donné finalement un observatoire extraordinaire des grands enjeux de société, surtout des innovations qui étaient portées par ces femmes et ces hommes. Et ça nous a donné aussi une idée des modèles futurs qui étaient en train d'émerger un peu partout dans le monde. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous ce matin pour vous expliquer comment l'entrepreneuriat social est en train d'évoluer vers des modèles beaucoup plus hybrides, beaucoup plus proches du business traditionnel, et comment cette convergence avec le business est en train de s'opérer à un moment où on voit bien qu'à la fois dans le monde de l'entreprise, on a besoin de se réinventer, on a besoin de nouveaux modèles, on a besoin de sens, on a besoin d'explorer éventuellement de nouveaux marchés, de nouvelles approches de l'innovation notamment. Et puis ce secteur de l'entrepreneuriat social. En France, on parle beaucoup d'économie sociale, vous le savez, mais je ne vais pas insister énormément sur l'économie sociale parce que d'une part, vous aurez un ministre tout à l'heure qui vous en parlera bien mieux que moi. Et puis aussi parce que quand on
dépasse les frontières de la France et de l'Europe du Sud. En gros, l'économie sociale est une notion qui disparaît. Imaginez qu'en Inde, au Brésil ou ailleurs, l'économie sociale n'est pas véritablement développée, il n'y a pas de terme pour la décrire. C'est véritablement, j'ai envie de dire, encore une sorte d'exception culturelle française qui a permis de décrire finalement ce mouvement créé depuis à peu près 150 ans par les coopératives, les fondations, les mutuelles, les associations. Donc moi, je vais plutôt me centrer sur l'entrepreneuriat social, qui lui est un terme beaucoup plus générique et qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. Donc c'était assez frappant de voir justement qu'il y a 30 ans, quand on a commencé à parler de ce terme, Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka, était le premier véritablement à populariser le terme d'entrepreneur social. Les gens nous regardaient de façon un peu étonnante en disant entrepreneur et social, est-ce que finalement ce sont deux termes qui vont ensemble? Et je crois qu'au fur et à mesure des années, et notamment sur la décennie passée, on a vu accélérer de façon complètement exponentielle le nombre d'universités, le nombre de chaires, le nombre d'intérêts médiatiques pour ce sujet. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat social devient mainstream. Il faut rester humble, il y a encore énormément de travail pour le développer, mais on voit apparaître de plus en plus d'organisations, on voit apparaître le terme, on voit apparaître de plus en plus de ces entrepreneurs sociaux un peu partout, et donc ce mouvement est en train de se développer. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce mouvement est suffisant pour répondre aux principaux enjeux de société? On pourrait penser qu'effectivement, avoir de plus en plus d'entrepreneurs sociaux est plutôt une bonne nouvelle, et c'en est une. Force est de constater que lorsqu'on regarde les grands enjeux de société, quand on observe que 15 à 20% de la population en Europe vit sous le seuil de pauvreté, quand on observe que 4 milliards d'individus vivent avec 2 $ par jour, on est encore très loin d'avoir résolu les grands enjeux de société. Et on voit bien que les modèles traditionnels, les modèles d'intervention, que ce soit d'intervention étatique, d'intervention des grandes ONG ou des grandes institutions internationales, sont des modèles qui, bien évidemment, sont efficaces pour un certain nombre de choses, mais n'ont pas réussi à résoudre ces enjeux de société. Et on voit que le gap entre, on va dire, les pays riches et les populations qui s'en sortent relativement bien et les autres est en train de s'élargir. Donc je pense qu'on peut véritablement se poser la question de savoir si le modèle de solidarité qu'on a aujourd'hui, y compris le modèle de l'entrepreneuriat social, est un modèle suffisant. Et donc c'est une question qu'Ashoka s'est posée depuis 7-8 ans maintenant, notamment challengé par pas mal de grands entrepreneurs du business qui étaient à nos côtés, mais qui en même temps essayaient de nous pousser et essayaient de dire « Ok, mais vous êtes là pour augmenter le nombre d'entrepreneurs sociaux dans le monde, c'est très bien, mais est-ce que véritablement ces entrepreneurs sociaux sont à même, tout seuls, de résoudre ces enjeux ?» Et la réponse était clairement non, et donc la question suivante était de savoir quels étaient les nouveaux modèles à mettre en place et comment aujourd'hui inventer des systèmes qui permettent de toucher le plus de monde possible et de permettre à chacun sur cette planète de vivre en dignité, d'être en capacité d'avoir accès à des produits et des services essentiels, d'avoir accès à l'éducation, etc. Quand vous observez cette population et quand vous regardez les entrepreneurs sociaux, vous vous rendez compte que c'est une source d'innovation extraordinaire. Les entrepreneurs sociaux sont sans doute ceux qui connaissent le mieux les populations vulnérables, parce que ce sont leurs clients, entre guillemets, du quotidien, ce sont finalement les gens avec lesquels ils interagissent tous les jours. Et donc ils ont développé à la fois une empathie et une capacité extraordinaire à comprendre leurs besoins et à apporter des réponses souvent extrêmement innovantes, extrêmement visionnaires. Le problème des entrepreneurs sociaux, dans leur immense majorité, bien évidemment il y a quelques exceptions, c'est la taille et c'est l'échelle de ces organisations. Bon, la plupart sont des organisations très petites, on pourrait dire très mobiles, etc., c'est juste, mais on a un vrai enjeu de changement d'échelle de l'impact de ces organisations. Et donc la question aujourd'hui, c'est comment favoriser le développement et l'essor de ces entrepreneurs sociaux. Et là se pose une première question extrêmement intéressante. La plupart du temps, quand on réfléchit en termes de croissance et de développement, vous savez, on a tendance à penser qu'il faut faire grandir la taille des organisations. C'est un dogme économique qui cherche toujours à croître, à avoir une plus grosse organisation, à la développer, etc. C'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai pour les entrepreneurs sociaux. C'est assez intéressant de réfléchir et de voir que les entrepreneurs sociaux, la plupart du temps, ne sont pas obsédés par le développement de la taille de leur organisation, ils sont obsédés par le développement de la taille de leur impact. Ce qui est une première nuance importante. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qu'a fait Yunus, par exemple, avec le microcrédit, il ne s'est pas borné à développer la Grameen Bank, il s'est aussi
mus en ambassadeurs du microcrédit, de façon à permettre à ce que de plus en plus d'organisations et de plus en plus d'institutions s'intéressent au microcrédit et le développent. Et ça, c'est une caractéristique très importante des entrepreneurs sociaux. La plupart du temps, ces entrepreneurs sociaux sont extrêmement ouverts à l'idée de partager leur modèle. Première distinction assez majeure avec le monde du business traditionnel, mais qui les rapproche d'une certaine façon de l'open source dans l'Internet, où la plupart du temps, on va chercher à finalement mettre en commun ce qu'on vient d'apprendre de façon à ce que d'autres l'améliorent et on fait en sorte que le modèle grandisse comme ça. Voilà une caractéristique importante du développement des entrepreneurs sociaux, mais qui malheureusement n'est pas suffisante aujourd'hui si on veut, encore une fois, s'adresser de façon significative aux grands enjeux de société. La deuxième réponse qu'on doit apporter si on veut accélérer ce mouvement et être capable d'apporter des réponses à l'échelle, c'est de se dire qu'il faut augmenter le nombre d'acteurs de changement. Il faut faire en sorte que, bien évidemment, il y ait des entrepreneurs sociaux, mais il faut aussi que les entreprises s'y intéressent, il faut que les pouvoirs publics soient aussi des catalyseurs de ce développement. Donc comment est-ce qu'on développe finalement une culture du changement? Comment est-ce qu'on fait en sorte que de plus en plus de gens prennent des risques et s'intéressent aux problématiques de société? Quand on a regardé notre communauté de 3000 entrepreneurs sociaux, il était intéressant de constater que environ 80% des 3000 ont eu leur première expérience entrepreneuriale entre 12 et 18 ans. Ça nous a frappé de voir que lorsque vous donnez à un ado ou à un enfant la capacité de s'engager, de faire quelque chose, la plupart du temps, vous testerez autour de vous, la plupart du temps, quand vous lui demandez qu'est-ce qu'il a envie de faire, vous verrez que c'est un projet altruiste. Vous verrez que c'est un projet qui est tourné vers les autres, et que c'est un projet qui vise à résoudre un problème, que ce soit dans son école, dans sa paroisse, dans son quartier. C'est un problème généralement à petite échelle, mais très proche de lui et la plupart du temps tourné vers les autres. Rares sont finalement les jeunes ou les ados qui vous disent qu'ils veulent réinventer l'Internet, etc. Peut-être de plus en plus aujourd'hui, mais la plupart du temps, et je vous invite vraiment à regarder ça autour de vous, si vous posez la question à des enfants ou à des jeunes, ils vous diront, et ils vous proposeront des projets qui s'intéressent à l'autre. Et ça, c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire que la nature humaine semble a priori plutôt altruiste. Et c'est intéressant aussi de voir que si on facilite ce passage à l'acte, si on aide nos enfants à prendre des initiatives, à prendre des risques et à apprendre finalement ce que c'est que l'entrepreneuriat, même à une toute petite échelle, il y a de grandes chances qu'on leur fasse un cadeau pour le reste de la vie et que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ils aient de nouveau envie de s'impliquer et de lancer leurs propres organisations dans ce secteur-là. Et s'ils ne deviennent pas des entrepreneurs sociaux, y compris dans l'entreprise traditionnelle ou y compris dans les services publics dans lesquels ils seront amenés à travailler, ils auront très certainement une attitude, une façon de s'adresser aux problématiques qui sera complètement différente. Donc aujourd'hui, on a décidé chez Ashoka qu'un autre de nos axes allait être de développer justement cette génération d'acteurs de changement et de développer un certain nombre de programmes en direction des écoles primaires, mais aussi du collège et du lycée jusqu'aux universités pour favoriser finalement les opportunités et multiplier les opportunités de passage à l'acte des jeunes qui sont autour de nous. Et je ne peux que vous encourager à le faire et ceux qui le font déjà, vous remercier et vous dire d'aller encore plus loin parce qu'on a véritablement besoin de cultiver cette prochaine génération. Donc vous l'avez compris, il faut plus d'entrepreneurs sociaux, il faut développer une culture plus importante du change-making, comme on dit en bon français. Et puis, il faut faire une troisième chose. Il faut réussir à casser les silos qui, aujourd'hui, finalement, mettent les organisations dans des boîtes. Vous avez le secteur social d'un côté, les associations, vous avez le business sérieux de l'autre, vous avez les pouvoirs publics. Et lorsque vous regardez les grands enjeux de société, vous vous rendez compte que chacun d'entre eux, chacun de ces trois systèmes, ou ces trois écosystèmes, essaye d'apporter une partie de la solution aux grands enjeux de société. C'est valable dans l'accès à l'énergie, c'est valable dans l'accès à l'éducation, c'est valable dans la plupart des choses, dans la santé. Et chacun y va avec son propre modèle, souvent en réinventant la roue et souvent en faisant en sorte qu'il arrive à survivre en développant son propre modèle, mais en cherchant absolument pas à créer des synergies avec les autres. Or, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, en termes d'innovation, il n'y a a priori pas beaucoup mieux que les entrepreneurs sociaux, parce qu'encore une fois, eux, depuis le début et par design, sont faits pour s'intéresser aux problématiques des populations vulnérables, mais ils ont un problème d'échelle. À l'inverse, les entreprises sont généralement de formidables accélérateurs et de formidables machines à industrialiser
des produits et des services, mais quand il s'agit de faire de la R&D, c'est souvent du top-down, c'est souvent très orienté produit et pas beaucoup clients. Et donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui de se dire comment est-ce qu'on pourrait prendre les innovations d'un côté des entrepreneurs, comment est-ce qu'on pourrait prendre le potentiel d'accélération des entreprises pour permettre finalement d'inventer des modèles hybrides qui seraient composés de ces deux parties, et peut-être même de ces trois parties, si on y inclut les pouvoirs publics qui ont là quelque chose d'extraordinaire à jouer, parce que c'est à la fois une façon de réinventer finalement le service public, de réinventer l'accès à des produits et des services de première nécessité pour des populations les plus vulnérables, avec des modèles beaucoup plus efficients. On a fait l'an dernier une petite étude, d'ailleurs qui a été reprise dans le livret que vous avez avec vous, qui a permis de démontrer finalement l'efficience des entrepreneurs sociaux. Lorsqu'on prend les modèles des entrepreneurs sociaux et quand on regarde quelles sont les économies qu'ils permettent de généraliser pour la société, ce sont des économies très significatives si on développe leur modèle et si leur modèle devient la norme. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics ont une opportunité sans doute historique de favoriser finalement l'émergence de ces solutions hybrides qui seront co-construites entre le social et le business, et qui permettront très certainement d'inventer des façons de répondre aux enjeux de façon importante. Quand on regarde, encore une fois, les 4 milliards d'individus, ce qu'on appelle le bas de la pyramide, ou les 20% des populations pauvres, en France c'est à peu près 15%, c'est plus de 8 millions de personnes, il est évident que la philanthropie uniquement ou l'intervention étatique n'est pas suffisante. En fait, quand on se pose la question de quel est le modèle qui permet à peu près de toucher toute cette population, a priori, à part l'approche de marché, on ne voit véritablement pas ce qui peut permettre de servir la population au sens large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il faut être capable de basculer d'une logique de servir des bénéficiaires gratuitement en faisant de la charité à inventer, vers inventer des modèles qui sont des modèles de clients, où on va considérer que ces populations, même pauvres, sont des clients potentiels et, comme tout client, ont besoin d'être bien servis, avec de la qualité, avec des prix qui sont adaptés à leur pouvoir d'achat, etc. Et ce truc-là est tout à fait envisageable. D'ailleurs, un certain nombre de pilotes ont vu le jour dans un certain nombre de pays, la plupart du temps dans des pays du Sud, pour essayer de voir comment on pouvait effectivement amener des produits et des services à ces populations à faible revenu. Mais c'est tout à fait envisageable si justement on est capable d'inventer des alliances avec des entrepreneurs sociaux qui localement deviennent votre réseau de distribution locale, deviennent vos agents marketing, deviennent finalement ceux qui vous permettent de toucher ces populations. Alors bien sûr, on pourra se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire du business sur le dos des pauvres, etc. Ce sont des questions qui sont légitimes, ce sont des questions qu'il faudra bien évidemment traiter. Mais encore une fois, si c'est la seule façon de toucher cette population le plus largement, et si finalement ces modèles hybrides permettent demain à 1, à 2, à 3 milliards de personnes de sortir de la pauvreté avec de nouveaux modèles, je crois que ça vaut le coup qu'on les teste. Mais encore une fois, l'enjeu va être à la fois de changer nos logiciels, d'être capable de sortir de nos boîtes, d'être capable de comprendre que quand on est un entrepreneur social, une entreprise ne le fera pas pour les mêmes raisons que vous. C'est d'ailleurs toute la difficulté de ces modèles, c'est de faire en sorte de marier des gens qui ne le font pas pour les mêmes raisons. Mais encore une fois, il y a énormément de choses à faire ensemble. Et même si on ne le fait pas pour les mêmes raisons, on peut aller au même endroit ensemble. Et je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui de ces modèles de co-création, et qu'il faut aujourd'hui se donner la possibilité d'en faire de plus en plus. C'est sans doute en essayant, c'est sans doute en se trompant, mais en apprenant de nos erreurs qu'on sera capable de toucher de plus en plus de populations. Donc le sujet aujourd'hui de l'entrepreneuriat social ou de l'économie sociale, c'est celui du changement d'échelle, vous l'avez compris. C'est celui de à la fois devenir de plus en plus connu et reconnu, et je crois qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits dans ce champ-là. C'est aussi celui de pouvoir recruter de plus en plus de gens qui soient bien formés, qui aient envie de pousser encore plus loin ces modèles. Ça veut dire que, bien évidemment, il faut que nos écoles s'y intéressent. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que les entrepreneurs sociaux et les entreprises sociales trouvent des modèles économiques qui soient capables de pérenniser leurs actions, qui soient capables d'accueillir des gens qui pourront faire carrière dans les organisations et qui ne, comme c'est le cas souvent aujourd'hui, ils viennent les premières années de leur vie lorsqu'on n'a pas trop de contraintes et dès que ça devient un peu plus compliqué, repartent dans le business traditionnel.
Et puis, il s'agit aussi de convaincre les entreprises que travailler avec des entrepreneurs sociaux, ça va bien au-delà de la philanthropie et bien au-delà de la responsabilité sociale. C'est une nouvelle façon de faire de la recherche et développement. C'est une nouvelle façon aussi de développer les talents dans l'entreprise. On a eu l'occasion, et on aura la chance tout à l'heure d'expliquer le modèle qu'a développé Ashoka avec un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Boehringer. De façon intéressante, une des composantes les plus puissantes de ce programme, c'est un module qui permet au très haut potentiel de l'entreprise de partir en immersion chez des entrepreneurs sociaux pendant quelques semaines à plusieurs mois, et qui est une expérience extraordinairement transformative pour eux, puisque lorsqu'ils reviennent, ils ont à la fois redonné du sens à leur carrière professionnelle, ils ont vu des nouveaux modèles sur le terrain, et ça devient des ambassadeurs extraordinaires au sein de l'entreprise, et parfois ça devient ce qu'on appelle, vous savez, cette nouvelle appellation des intrapreneurs, des gens qui, dans l'entreprise, vont développer et porter les projets encore plus loin. Donc il faut que tout le monde comprenne finalement qu'il y a un intérêt aujourd'hui à s'adresser à ces sujets, à les regarder de façon différente, accepter de les regarder de façon non dogmatique. C'est ce qui a opposé pendant trop longtemps l'économie sociale à l'économie traditionnelle. Et on parlait souvent de l'économie sociale qui pèse 10% de l'économie globale. C'est une excellente nouvelle, mais le sujet, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on irrigue les 90% restants. Et pour irriguer les 90% restants, il faut accepter pas uniquement de les transformer complètement, mais en tout cas de les viruser progressivement et de faire en sorte que cette économie dominante, entre guillemets, trouve son intérêt à travailler avec des entrepreneurs sociaux. Voilà ce qui nous paraît être, en tout cas, les fondements du développement de cette économie, qu'on pourrait clairement qualifier d'économie positive. Si on est capable aujourd'hui de dépasser nos peurs, d'aller vers l'autre, d'inventer ces nouveaux modèles, de repenser la façon dont on a distribué la solidarité jusqu'à présent, je suis persuadé qu'on peut être extrêmement optimiste sur l'avenir du monde. Je suis persuadé qu'on fera du bien, bien évidemment, à la planète, mais qu'on se fera énormément de bien à nous-mêmes également. Merci beaucoup.